Dans la mesure où il s'agit d'une étude mondiale, Servan, est-ce que vous avez noté des différences géographiques intéressantes en réalisant cette étude? On a noté quelque chose de très intéressant et c'est ce qui a fait que notre étude a été aussi importante en France. En fait, on s'est aperçu que la France est très en avance sur le marché de la mobilité. Alors ça peut s'expliquer de façon diverse et variée, il y a des raisons historiques, etc. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que là où on s'attendait réellement à des équivalences un peu géographiques, non, on s'est aperçu que la France et l'Europe, au sens plus large, étaient plus à même, en tout cas étaient plus prêtes à accueillir ces services de mobilité. Et quand on parle de services de mobilité, effectivement, on parle du poids de l'automobile, mais on parle de l'ensemble des autres modes de transport. Donc on parle du poids des transports publics, on parle du train, on parle tout à l'heure, on évoquait l'avion éventuellement dans quelques cas, on parle aussi bien des mobilités douces, entre guillemets, c'est-à-dire le vélo et autres types de mobilité. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en France, il y avait, je ne sais plus quand c'était, je crois que c'était au mois d'octobre ou novembre, peut-être novembre, le Salon des maires. Et lorsqu'il y avait le Salon des maires, il y avait énormément d'entreprises qui étaient présentes, alors dont des constructeurs traditionnels, mais il y avait également des tas de gens qui sont là, qui fabriquent des vélos, qui sont en Vendée, qui sont un peu partout en France, et puis qui disent, bah oui, mais nous, de toute façon, au Salon des maires, on a toute notre place, parce que quand vous voyez le développement des Vélib et compagnie, eh ben c'est quelque chose d'important en France. Et on espère bien que dans le cadre des futurs PDE, donc les plans de déplacement en entreprise, eh bien les entreprises vont réfléchir à la place du vélo pour leurs collaborateurs. Ça permettra en plus de les maintenir en forme, ce sera super, surtout qu'il va falloir qu'on travaille très longtemps. Donc tant qu'à faire, autant faire du vélo. Et puis éventuellement utiliser nos jambes. Électrique de toute façon. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait des différences intéressantes et on a noté, notamment en Europe, des différences intéressantes entre la France et l'Allemagne. Alors, Pierre-Alain pourra commenter parce que c'est le marché allemand est un marché qu'il connaît bien, mais notamment quand on a posé des questions sur le poids des pouvoirs publics dans l'évolution du marché et la mobilité de demain. C'est-à-dire quand on parle du véhicule électrique, il va falloir mettre en place des infrastructures de recharge. Alors, on disait tout à l'heure, la recharge, finalement, c'est pas tellement un problème parce que finalement, les déplacements ne sont pas tels que cela nécessite des points de recharge partout. Par contre, c'est plus un aspect psychologique des choses. C'est qu'effectivement, le consommateur il se dit « Oh là là, mais si j'ai pas ma recharge, comment je vais faire si jamais j'ai un souci ?» Et puis effectivement, il ne faut pas oublier que le véhicule électrique, on a envie qu'il serve en toute saison. Et si en hiver, on commence à mettre le chauffage et que du coup l'autonomie se réduit, on n'a pas envie de se retrouver en plein milieu de la route à plus pouvoir se chauffer avec un véhicule qui n'avance plus. Donc effectivement, il faut des points de recharge, mais pas nécessairement partout, ou en tout cas de façon pas aussi importante que ce que la psychologie peut l'envisager. Il n'empêche que quel est le rôle des pouvoirs publics, ou en tout cas des autorités de transport public? Quand on a posé ces questions-là, on a eu des réponses très différentes. Et évidemment, vous serez pas étonné d'apprendre que la France attendait beaucoup plus des pouvoirs publics que les Allemands. En Allemagne, les constructeurs automobiles nous ont répondu « Bah non, mais c'est à nous de faire le boulot, et puis on avance, et puis on y va ». En France, on se dit « Bah non, ce sont les autorités de transport public qui vont faire les investissements ». Donc on a eu quelques réponses comme ça intéressantes. Je ne sais pas si tu veux compléter, Pierre-Alain. Non, je pense que c'est la bonne explication. Pour donner l'anecdote, un constructeur allemand nous a dit « Le gouvernement, c'est nous ». Oui, ça dit voilà. C'était encore plus clair comme message. Pierre-Alain, justement, pour les années à venir, on tend vers quoi ? Pour les années à venir, on tend vers des choses passionnantes. On est au devant d'une aventure finalement qui est quand même intéressante parce que ça va être une première depuis que l'automobile existe. Ce changement de modèle économique est une vraie grande première qui va toucher très largement. On le voit aujourd'hui à la réaction de certains constructeurs à qui on a pu présenter cette étude. On a vu se générer une espèce de mode quasi panique, au sens positif du terme, c'est-à-dire d'un coup, il faut qu'on change des choses, il faut que les choses se passent, il faut qu'on fasse des investissements qui jusque-là étaient même inconcevables. Je ne peux pas donner de détails sur certains projets qu'on a démarrés aujourd'hui parce que ça relève de choses qu'on n'a pas le droit de dire, mais il faut s'attendre à des profondes refontes de choses qui sont historiquement considérées comme étant gravées dans le marbre, donc sur le volet historique de la distribution.
sur le nouveau volet, sur les nouveaux acteurs qui rentrent sur ce marché ou qui y sont, mais qui font évoluer là aussi leur modèle pour correspondre aux besoins. On voit arriver des offres à peu près tous les jours de services plus ou moins construits, plus ou moins embryonnaires, plus ou moins... Ça rappelle un peu les années 2000 avec les sites internet qui fleurissaient dans tous les sens. Donc on peut partir du principe qu'il y aura des morts dans tout ça, beaucoup, mais qu'il y en a beaucoup qui vont réussir aussi. Et qui challenge donc le modèle existant. Donc ça, c'est quelque chose on a vu ici. Et puis, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que on a aussi une autre caractéristique du marché mondial, cette fois-ci, c'est que la force des pays émergents, il y a toujours eu des pays émergents dans l'automobile. Mais maintenant, quand on parle de pays émergents qui représentent à eux deux la moitié de la population mondiale, l'Inde, la Chine, ces marchés-là, dans lesquels les constructeurs font 80% de leurs investissements aujourd'hui, vont structurer complètement la relation du constructeur avec son produit et les services qu'il va mettre. Avec en plus un de ces deux marchés, la Chine, qui a une capacité majeure à transformer les modèles économiques sur une simple décision gouvernementale. C'est-à-dire quand Pékin dit on arrête de vendre les voitures, on met un numerus clausus sur les ventes de voitures et on fait un tirage au sort pour savoir qui le fait, ça veut dire que le rapport au service, c'est-à-dire la disponibilité d'un moyen de transport, va devenir prépondérant très rapidement dans ces pays-là. Donc ils vont créer les modèles avec des gens qui n'ont aucune culture de référence sur l'usage d'automobile. Donc ils vont adopter, c'est sans aucun souci. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental et qui va accélérer la donne. Et la réaction des constructeurs automobiles dans tout ça? Comme je disais, certains, c'est la panique, panique organisée, c'est-à-dire on refond des organisations. On a vu certains constructeurs, notamment français, refondre leur organisation pour s'orienter vers une organisation service, ce qui n'avait jamais été fait jusque-là. On a toujours parlé du service chez les constructeurs automobiles, mais c'était quelque chose qu'on vivait, qu'on mettait en plus du produit, mais c'était pas la structure complète des choses. On peut dire que les constructeurs allemands sont très en avance sur leur réorganisation autour de ça, même s'ils ne communiquent pas. J'avais eu une réunion intéressante l'autre fois chez un constructeur, on va dire, français, en expliquant, parce qu'on me demandait, mais que font les autres? Et je disais, il y a deux catégories aujourd'hui de constructeurs. Il y a les latins et il y a les nordiques. Je parlais de l'Europe. Et les nordiques, aujourd'hui, font énormément de choses en sous-main. Ils remettent en place des organisations, ils refondent leur système d'information, ils font énormément d'investissements que personne ne voit et on ne voit quasiment pas d'offres de services chez eux. Concrètement, ils n'ont pas communiqué. Et puis les latins lancent des services toutes les 2 semaines, des nouveaux. Sauf que derrière, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a une armée de gens qui essayent de faire tourner le modèle parce qu'il n'y a rien qui est prévu pour que ça tourne. Alors ils le font tourner, hein. Ça coûte cher, on ne le voit pas, l'essentiel c'est que le client final soit satisfait, mais ce n'est pas un modèle pérenne. Donc ces investissements, à un moment, il faudra les faire. Donc il y a un rapport différent des constructeurs à cette problématique. Soit ils veulent y réussir durablement, soit ils veulent ne pas passer à côté du train, mais on voit les deux. Servan, est-ce que l'industrie va suivre cette tendance ou c'est vraiment spécifique au secteur automobile? Alors, c'est pas spécifique au secteur automobile. Il y a d'autres industries qui s'orientent dans ce sens-là, notamment quand vous regardez l'industrie aéronautique, ce qui se passe. Il y a effectivement une orientation vers le service, même si le produit reste toujours important. Quand on vend un avion, effectivement, le produit reste important. D'abord, on ne parle pas des mêmes volumes, mais après, tous les services de maintenance, etc., tout ce qu'on appelle le MRO, ce sont des services particuliers sur lesquels les compagnies aériennes peuvent se positionner, ou alors sur lesquels les constructeurs d'avions peuvent également se positionner. Et puis au milieu, il y a cette frange de prestataires de services qui se dit bah oui, mais moi c'est mon marché aussi, donc finalement la bataille va s'intensifier. Et c'est vrai un peu partout. Maintenant, pour compléter ce que disait Pierre-Alain par rapport aux constructeurs et à l'organisation des différents constructeurs, ce qui est intéressant, aujourd'hui on rencontre beaucoup de gens pour faire part des conclusions de l'étude. On tombe souvent sur la question, mais finalement,
pour mettre en place ces offres de services, il va falloir quelques investissements, alors des investissements financiers, etc. Mais il faut également des investissements en termes de personnes dédiées à s'occuper de ces services-là. Et puis trouver quelqu'un qui, dans une entreprise de produits, a fait du service, ça ne se trouve pas en 2 minutes, puis c'est pas intuitif. On ne passe pas du produit au service comme ça. Et quand on regardait, quand on a très souvent la question, mais finalement, ils sont combien chez les autres ? Ils ont des départements de combien de personnes ? Et quand on commence à analyser un peu les chiffres, on a des résultats assez intéressants. Et effectivement, comme disait Pierre-Alain, il y a ceux qui en parlent, et puis il y a ceux qui n'en parlent pas. Il faut faire très attention à ceux qui n'en parlent pas. Alors, Pierre-Alain, justement, si on s'oriente vers le service, les autres mobilités que le véhicule classique vont prendre évidemment de l'importance. Évidemment, donc on l'a vu depuis ce matin, notamment les problématiques multimodales, donc le lien avec des infrastructures de transport public, le lien avec des véhicules, entre guillemets véhicules, objets alternatifs de déplacement. On parlait du vélo ce matin aussi. Et ça, c'est pour reboucler avec l'introduction de mon propos, c'est là que le plus gros du chantier, entre guillemets, se trouve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une problématique où la notion de mobilité, on l'aperçoit à peu près. Qu'est-ce que ça veut dire ensuite en termes d'outils de gestion pour que ça fonctionne ? Là, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui va être le mécanisme qui va permettre de faire ce qu'on va dire, c'est un roaming finalement, entre différents acteurs. Comment est-ce qu'on va gérer le fait de suivre des forfaits qui arriveront immanquablement, tout le monde nous a dit qu'ils travaillaient dessus, des forfaits de mobilité. Comment on va faire pour se facturer les différentes prestations? Comment on va faire que demain, un client qui va aller charger une batterie dans un centre qui fait partie des centres agréés pour le faire, ainsi de suite, dans son forfait, ce sera bien facturé? Là, c'est un vaste chantier. C'est-à-dire aujourd'hui, on a besoin quelque part de un ou plusieurs, alors là je parle sous le contrôle du spécialiste de la banque qui est ici, on a besoin d'un système qui, comme les banques l'ont fait, alors qu'elles sont toutes concurrentes d'une certaine façon, elles ont mis en place des systèmes de type SWIFT ou des choses comme ça qui permettent les échanges interbancaires. Là, on va avoir besoin de permettre les échanges interprestataires de services de la mobilité. Et cette grosse base de données, ce gros système, il n'existe pas aujourd'hui. Nous, c'est aussi pour ça qu'on travaille dessus. On bâtit des briques de tout ça. Mais il y a un moment, il va falloir une initiative qui se mette en œuvre. Par qui elle va être retirée, on n'a pas encore cette réponse. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'évoquais avec certains services qui sont lancés et derrière des armées de gens qui doivent travailler pour le faire tourner parce qu'il n'y a pas ces systèmes entre eux, plus on va avancer, plus ça va être le cas. Donc à un moment, il va falloir bien qu'il y ait une initiative qui se mette en œuvre. Alors la Commission européenne a l'air de vouloir tirer quelque chose. Bien sûr, les Américains auront une autre vision, les Asiatiques vraisemblablement aussi. Alors comment tout ça va fonctionner? Là, on est encore dans un stade un peu trop avancé. Servane, un mot pour terminer? En fait, ce que dit effectivement Pierre-Alain, c'est l'importance demain de tout ce qui va tourner autour de la donnée, c'est-à-dire le consommateur, finalement, c'est lui qu'on met au centre. On est en train de dire, le consommateur, quel est son besoin? Son besoin, c'est de se déplacer, c'est d'aller de A vers B. Qu'il prenne sa voiture ou qu'il prenne un autre mode de transport, à la limite, lui, il peut avoir des préférences ou pas d'ailleurs. Ce qu'on voit, c'est que les modèles de distribution au niveau du produit véhicule sont en train d'évoluer. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ne peuvent pas nécessairement acheter ou posséder une voiture, mais c'est pas grave parce que ce qui compte, c'est qu'ils puissent l'utiliser. Donc finalement, dès lors qu'on va pouvoir leur proposer une solution ou un forfait qui leur permette d'utiliser un véhicule de temps en temps, qui n'est pas nécessairement toujours une Twingo, mais qui peut être un véhicule beaucoup plus de luxe, parce qu'ils ont envie le week-end de pouvoir épater la petite copine ou je sais pas. En tout cas, de pouvoir proposer ces solutions-là, ça va être intéressant et on va finalement s'apercevoir qu'on peut toucher une base de clientèle plus large. Alors après, on ne vend pas nécessairement le véhicule, mais on l'utilise et on propose cette utilisation à une clientèle plus large de consommateurs. Et ce qui est très important, c'est qu'au centre de tout ça, il va y avoir les données issues du consommateur. Et comment on gère toutes ces données? Comment on fait
qu'elles se parlent entre elles? Comment on fait que des systèmes qui ne sont pas du tout intégrés se parlent entre eux? Comment on arrive à avoir du temps réel s'il y a besoin? Lorsque vous parlez de transport, si on a envie de se déplacer, qu'on veut savoir quel est le transport optimal, non seulement en temps, en kilomètres, etc., ben, il faut avoir peut-être des informations en temps réel parce que la météo peut faire en sorte que tout d'un coup, les routes soient bloquées, par contre, le train fonctionne, etc. Donc tous ces systèmes d'intégration d'informations vont être clés, d'où effectivement la présence d'IBM sur ces sujets-là, puisque IBM est un intégrateur et travaille énormément autour de la donnée, puisque la donnée, c'est un peu ce qui nous fait vivre, nous, c'est notre pain, entre guillemets.